L'expérience de la troisième vague, les mécanismes de la manipulation de groupe. Le fascisme n'est pas seulement un régime politique, c'est une tentation de l'esprit qui commence dès que l'on accepte de troquer sa conscience contre un uniforme, fût-il invisible. Le défi du professeur, comment naît un dictateur ? L'histoire commence en avril 1967 au lycée Cubberley de Palo Alto, en Californie. Ron Jones, un professeur d'histoire charismatique et apprécié de ses élèves, traite du chapitre sur le nazisme. Une question, posée par un élève, le laisse un instant sans réponse. Comment le peuple allemand a-t-il pu prétendre qu'il ne savait rien de l'extermination des Juifs ? Comment des gens ordinaires ont-ils pu devenir les complices d'un tel système ? Au lieu de donner une réponse théorique et lointaine, Ron Jones décide de transformer sa classe en laboratoire social. Il veut faire comprendre par l'expérience et non par le livre la fluidité avec laquelle un esprit libre peut s'abandonner à la discipline collective. Il ne sait pas encore qu'en voulant expliquer l'histoire, il est sur le point de la répéter en miniature au sein de son propre établissement. Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? Le premier jour, la force par la discipline. Le lundi, Ron Jones commence par instaurer une discipline de fer dans la classe. Il change la disposition des bureaux et impose une posture assise extrêmement rigide. Les pieds à plat sur le sol, le dos bien droit, les mains croisées derrière les reins. La fluidité du mouvement habituel est remplacée par un automatisme corporel. Il impose des règles de parole strictes. Chaque élève doit se lever pour parler. Commencer sa phrase par « Monsieur Jones » et répondre de manière concise. À sa grande surprise, les élèves, loin de se rebeller, semblent éprouver une forme de plaisir dans cette rigueur. L'efficacité des échanges augmente, une énergie nouvelle circule dans la salle. Jones découvre que la discipline, présentée comme un outil de supériorité et d'efficacité, agit comme un aimant psychologique puissant sur des adolescents en quête de repères. Le deuxième jour, la force par la communauté. Le mardi, l'expérience franchit une étape cruciale. Jones écrit au tableau une devise. La force par la discipline, la force par la communauté. Il crée un salut obligatoire pour les membres du groupe, inspiré du salut nazi mais légèrement modifié, qu'il nomme le salut de la troisième vague. Il explique que la main levée ressemble à une vague sur le point de déferler. Ce geste simple devient le symbole de l'appartenance. La fluidité de l'identité individuelle commence à se dissoudre dans le groupe. Les élèves se saluent dans les couloirs, à la cafétéria et même en dehors du lycée. Le sentiment d'être spécial, de faire partie d'une élite, choisie et disciplinée, crée une cohésion immédiate. Le groupe n'est plus une simple classe, il devient une entité organique où l'individu n'existe plus que par son utilité pour la communauté. Le troisième jour, la force par l'action et la délation. Le mercredi, l'expérience s'emballe et échappe presque au contrôle du professeur. Jones distribue des cartes de membres. 3 de ces cartes sont marquées d'un X rouge. Leurs détenteurs sont nommés dénonciateurs officiels, chargés de signaler ceux qui ne respectent pas les règles. Cependant, à la fin de la journée, ce ne sont pas 3, mais 20 élèves qui viennent rapporter les comportements déviants de leurs camarades. La fluidité de la confiance amicale est remplacée par la paranoïa de la loyauté au mouvement. Les élèves les plus brillants et critiques s'effacent, tandis que les élèves auparavant en difficulté scolaire se révèlent être des leaders autoritaires et zélés. Le mouvement s'étend. Des élèves d'autres classes sèchent leurs cours pour rejoindre la troisième vague. L'expérience a quitté les murs de la salle d'histoire pour contaminer tout le lycée. Le quatrième jour, la force par l'orgueil et l'exclusion. Le jeudi, Ron Jones se rend compte que l'expérience est devenue dangereuse. Il voit des élèves se battre pour protéger le mouvement, des parents s'inquiéter et une atmosphère de terreur intellectuelle s'installer. Il décide d'y mettre fin, mais par une leçon magistrale. Il annonce à ses troupes que la troisième vague n'est pas qu'une simple expérience de classe, mais une partie d'un mouvement national de jeunesse destiné à changer le pays. Il prétend qu'un leader national apparaîtra le lendemain à la télévision pour annoncer officiellement la création du parti. Les élèves sont exultants d'orgueil. La fluidité de leur esprit critique est totalement
anesthésiés par la promesse d'un destin grandiose. Ils sont prêts à suivre n'importe quel ordre pourvu qu'ils viennent de cette autorité qu'ils ont eux-mêmes contribué à sacraliser. Le 5e jour, le réveil brutal face au miroir. Le vendredi, la salle de conférence du lycée est comble. Plus de 200 élèves sont présents, dans un silence de cathédrale, attendant l'apparition du leader sur les écrans de télévision. Ron Jones allume les postes, mais l'image reste vide, brouillée. Après quelques minutes de tension insoutenable, le professeur éteint la télévision et s'adresse à la foule. Il projette alors des images d'archives du Troisième Reich, les défilés de Nuremberg, les visages fanatisés, les camps d'extermination. Il leur lance alors cette phrase qui restera gravée. « Vous auriez fait de parfaits petits nazis. Vous avez sacrifié votre liberté pour le sentiment d'être supérieur. Vous avez cru que vous étiez les élus, mais vous n'étiez que les victimes de votre propre besoin d'obéir. » Les élèves quittent la salle en pleurs ou dans un silence de plomb, réalisant avec horreur la fluidité avec laquelle ils ont glissé vers le totalitarisme en seulement 5 jours. Analyse des recherches, la psychologie du conformisme adolescent. L'analyse de cette expérience montre que la jeunesse est un terrain particulièrement fertile pour le conformisme, car le besoin d'appartenance y est à son apogée. Jones a utilisé 3 leviers psychologiques majeurs. La discipline, qui offre une structure rassurante, la communauté, qui comble le vide de l'identité personnelle, et l'action, qui donne un sentiment d'utilité immédiate. Les recherches soulignent que le totalitarisme ne s'installe pas par la haine d'emblée, mais par la promesse d'une amélioration de soi et du groupe. La fluidité du mal réside dans le fait qu'il se présente d'abord comme une vertu. L'expérience de Palo Alto prouve que le vernis de la civilisation et de la démocratie est extrêmement fin, et qu'il suffit de quelques rituels et d'une autorité charismatique pour que la pensée critique s'effondre au profit du mouvement de masse. Situation réelle, des sectes aux réseaux sociaux. Les exemples de situations réelles faisant écho à la 3e vague sont nombreux. On les retrouve dans les dérives sectaires, où l'isolement et la discipline brisent la volonté individuelle. On les observe aussi dans certains phénomènes de meute sur les réseaux sociaux, où l'appartenance à un camp et la dénonciation de l'ennemi, la cancel culture ou le harcèlement de groupe, procurent un sentiment de puissance identique à celui des élèves de Jones. Dans le monde de l'entreprise, certaines cultures managériales basées sur un culte de la personnalité et une compétition interne féroce utilisent des ressorts similaires. La fluidité de l'embrigadement est une menace constante. Dès que l'on commence à définir sa valeur par son appartenance à un groupe fermé et supérieur, on pose les premières pierres d'une structure totalitaire, qu'elle soit politique, sociale ou numérique. Conclusion sur ce syndrome de l'embrigadement. L'expérience de la 3e vague n'est pas seulement un fait divers pédagogique, c'est un avertissement éternel. Elle démontre que personne n'est par nature immunisé contre le totalitarisme. Le véritable danger ne réside pas seulement dans les dictateurs, mais dans notre propre désir de sécurité, de structure et de supériorité. La fluidité de notre liberté est un combat de chaque instant, qui exige de maintenir un esprit critique affûté, même et surtout quand le groupe nous propose une identité confortable et gratifiante. La démocratie ne meurt pas seulement sous les coups de force, elle s'éteint aussi quand les citoyens préfèrent l'ordre de la vague au tumulte de la pensée libre.